Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazeau, je suis mère de 3 enfants et journaliste. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La conversation d'aujourd'hui, elle porte sur le burn-out parental. On a invité avec nous Stéphanie Hull de chez Bulle et Pirouette. Bulle et Pirouette, c'est une plateforme pour les parents, mais c'était à la base un café qui accueillait les parents, qui avait des conférences, des ateliers, et c'est un café dans ma ville, à Varennes. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu Stéphanie. Elle nous a invités à plusieurs reprises sur sa plateforme Bulle et Pirouette. Donc c'était à notre tour de le faire pour parler de burn-out parental parce que c'est un sujet auquel elle s'est vraiment intéressée. Elle est diplômée en éducation spécialisée et au fil de ses rencontres avec les mamans, elle a voulu en savoir plus. Donc, on va vraiment parler des signes à observer. On va essayer de comprendre c'est quoi le burn-out parental, comment le prévenir aussi. Et il y a des facteurs de risque dont on va parler. La charge mentale. Présentement, notre programme d'accompagnement entre mamans porte sur la charge mentale et lorsqu'elle est très lourde, lorsqu'elle est souffrante, elle peut être un facteur de risque supplémentaire pour le burn-out parental. On en a parlé aussi dans notre accompagnement avec Suzanne Vallière qui était psychologue, puis on voulait diversifier. Donc, dans notre podcast, on a invité Stéphanie Hull. J'espère vraiment que si vous vous reconnaissez dans ce qu'on va mentionner, j'espère que la conversation va vous faire un peu de bien. La première étape, c'est d'en prendre conscience pour ensuite amorcer peut-être une démarche vers le mieux-être. Sachez que la situation ne restera pas toujours ainsi, mais que c'est important d'aller chercher de l'aide. Donc, j'espère fortement que cette conversation-là va vous venir en aide. Moi, j'ai beaucoup aimé recevoir Stéphanie qui nous a parlé aussi de son parcours, de sa famille, de son frère qui a été diagnostiqué avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, elle a vécu, elle, avec son frère avec une condition particulière qui peut être aussi un facteur de risque pour certains parents de développer un burn-out parental. Donc, on va vraiment aller creuser avec elle. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie, de ta présence sur notre podcast aujourd'hui. Mais juste avant d'entamer cette conversation, je voulais vous annoncer une petite nouveauté pour Ça va maman. Ça fait quelques semaines déjà qu'on a commencé les capsules Questions maman. C'est-à-dire que nous, on a un groupe Facebook de discussion. Le groupe est privé, mais il peut être accessible pour toutes et tous. Et puis, on a pris des questions parce qu'on en voit à chaque semaine qui sont importantes. Et on voulait répondre à tout le monde, mais on n'a pas le temps. Fait qu'on a pris quelques-unes de ces questions-là et on y répond sur notre Patreon. Si vous choisissez le forfait verre de vin, à chaque semaine, il y a une demi-heure à peu près qui vous attend sur une question du public. On a parlé d'image corporelle, on a parlé de sommeil des enfants, on a parlé d'accouchement traumatique, on a parlé de bien des choses depuis les dernières semaines. Et si vous aimez notre podcast, c'est une façon de nous avoir dans vos oreilles à toutes les semaines. Alors, je vous invite à aller visiter le patreon.com et vous cherchez Ça va maman, forfait verre de vin. Vous allez voir que tout y est. Alors voilà, merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à nous écrire suite à cette conversation. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à notre invitée d'aujourd'hui, Stéphanie de chez Bulle et Pirouette. Salut Stéphanie! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Laurie, on est habitués. Ben oui. Plus besoin de présentation. Comment ça va? Ça va super bien, un vieux meuble, c'est ça. Je suis là, je bouge pas. Non, mais je vais super bien, honnêtement. Je suis vraiment contente de retrouver Stéphanie. On a quand même été invités 2 fois sur auprès de ta belle communauté à Bulle et Pirouette. Donc, c'est comme c'est le fun de pouvoir te recevoir et te présenter à nos mamans. Oui, je suis super contente d'être là en plus. Stéphanie, pour commencer, là, justement, Bulle et Pirouette, c'est devenu une plateforme sur le web. À la base, c'était même un café. Mais j'aimerais ça qu'on remonte, là, plus loin. Parle-nous de Stéphanie. Mettons qu'on fait un survol un peu de ta vie, de qu'est-ce qui t'a mené vers ça. Par quoi tu commencerais? Écoute, je commencerais par au moment où je suis devenue maman. Oui?
Ouais, parce que en fait, je vais même reculer dans mon enfance. Ah oui, donc. Oh, ça, j'aime T'as-tu des frères, t'as-tu des sœurs, t'as-tu des parents? Oui. Oui, moi je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Dans le fond, j'ai une jeune sœur qui est dans le milieu, puis j'ai un plus jeune frère qui a un diagnostic d'autisme. Fait que moi j'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on devait composer avec la différence à tous les jours, puis j'ai été rapidement parentifiée un peu là, comme on dit. J'ai pris des responsabilités très jeune, puis ça l'a influencé beaucoup mon parcours scolaire dans le fond, parce que j'ai voulu aller rapidement faire une technique en éducation spécialisée pour intervenir auprès des jeunes qui avaient un diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle. Puis finalement dans mon parcours, je me suis dit moi je trippe au bout sur les troubles de comportement. Fait que finalement je me suis dirigée vers les écoles, les centres jeunesse, puis là j'étais arrivée en centre jeunesse, puis là comme éducatrice, puis là je me faisais dire que j'étais juste une éducatrice, puis là moi j'ai des idées de grandeur dans la vie, fait que je me suis dit non, c'est fini ce moment-là, je ne suis pas juste une éducatrice. Fait que j'ai fait mon bac en travail social puis à travers mon bac en fait, je suis devenue maman. Puis j'ai commencé mon bac, puis je venais tout juste de perdre la mienne. Je venais de perdre ma mère à moi. Puis dans pas longtemps après ça, j'ai rencontré mon chum qui est mon mari maintenant, puis qui est le père de mes enfants. Puis ça a été un gros enjeu quand je suis devenue maman de pas avoir la mienne, parce que je me disais voyons vers qui je vais me tourner moi à 2h du matin quand que je vais me réveiller avec mon bébé, puis que je saurais pas quoi faire, puis que je saurais pas à qui parler, puis on a beau avoir un réseau, on a beau avoir un chum sur qui qu'on peut compter. Rien n'est comme une maman. Rien n'est comme une maman. Fait que je me suis rendu compte, en fait, que la personne sur qui je devais compter, c'était moi. Puis que j'allais être suffisante pour moi, pour mes enfants, pour mon chum. Puis je me suis mis à me bâtir une confiance à travers ça. Puis je suis rapidement devenue dans mon entourage une référence dans le quotidien. J'étais la première aussi à avoir des enfants dans mon cercle d'amis. Puis il a fallu que je me débrouille parce que j'avais pas non plus d'amis qui avaient des enfants. J'avoue, mes références là, c'était les miennes. C'était celles que j'étais capable d'aller chercher. C'était celles que j'étais capable de comprendre, de construire. Fait que j'ai vraiment voulu être ma propre référence parce que je me disais que j'étais assez pour mes enfants puis c'était correct comme ça. Fait que je me suis donné souvent le droit à l'erreur, souvent pas le droit à l'erreur, hein, on se met une belle pression comme maman, mais je pense que j'ai vraiment appris à naviguer au travers de ça. Puis pendant mon 2e congé maternité, j'ai été approchée par une amie qui voulait construire un centre périnatal et familial. Donc c'est là où est-ce qu'on a mis en place donc pendant que j'avais une énorme bédaine là, je construisais mon plan d'affaires. Oh my god. Aller chercher du financement, tout ça, puis on a ouvert les portes de Bulles et Pirouettes là à Varennes sur la rive sud de Montréal. Le 4 septembre 2016, mon fils avait 3 mois. Wow. Cette journée-là. Wow. Ouais. Fait que je comprenais que j'étais comme... Hey, ma fille avait 4 mois. On était proches. Puis je me rappelle, parce que j'habite Varennes, en fait. Oui. Puis je me rappelle qu'on attendait l'ouverture d'un centre. Ben, c'était un café à la base aussi, là. Tu sais, il y avait vous serviez du super bon café en plus. Fait que c'était vraiment... Parce que c'est fou à quel point on se sent seul. Tu sais, toi... il y avait quelque chose de très en plus j'ai plus ma mère, tu sais, il y a quelque chose de très, on se sent encore plus seul de ce que je comprends, mais on le porte quand même. Puis j'en vois plein des mamans sur Ça va maman à quel point porte la solitude quand tu deviens maman. C'est comme si, et pourtant c'est une expérience universelle, mais on le vit beaucoup peut-être dans notre génération, je sais pas, de façon très isolés avec nos questionnements puis nos craintes, puis on pense qu'on est tout seul à penser ça, puis tu sais, fait qu'il y avait un aspect de communauté qui était formidable là, avec Bulles et Pirouettes qui ouvrait là. Oui, puis même avant le 4 septembre, on faisait des cafés rencontres à toutes les semaines dans un petit local en arrière du local où est-ce qu'on devait être. Puis tu sais, les mamans, ils venaient à chaque semaine, puis je me souviens là, on faisait ça je pense les lundis ou les mardis matins. Moi, j'ai accouché, puis 2 jours après, j'étais là avec mon bébé flambant neuf. Puis là, ma partenaire, elle me disait, voyons, qu'est-ce que tu fais là? J'étais comme,
j'ai juste le goût d'être avec vous autres. Mais c'est quelque chose d'accoucher d'une entreprise en même temps que d'un bébé. Vraiment. Oui. Puis tu sais, c'est mon chum qui a construit tous les locaux, là. Fait qu'on était vraiment... c'est ça. J'ai flirté avec une santé mentale assez fragile les premiers mois. Oui. Ça, oui. Mais oui, puis mon chum, il avait un job qui prenait beaucoup de temps, puis tout ça. Mais c'est sûr que tu sais, on était deux là dans le projet là. Donc c'était pas moi qui étais là au café. J'avais pas d'heure, j'avais pas de compte à rendre. J'étais là quand j'étais capable d'être là. Fait que tu sais, c'est vraiment là, ça a été très facilitant pour moi ce départ là. Puis avec le temps, ma partenaire, elle a quitté le navire. Je suis rendue toute seule à gérer Bulles et Pirouettes. Puis là, avec la pandémie, on a fait un virage en ligne. Mais à travers tout ça, mon expérience, je suis devenue encore plus une référence. Puis la maman des mamans, comme les filles aimaient bien m'appeler, tu sais. Fait que j'ai construit mon expérience. Puis tu sais, c'est sûr que à côtoyer des mamans dans le quotidien, on se fait poser des questions sur le sommeil. Puis là, oui. Souvent, le sommeil, ça cache d'autres choses aussi. C'est notre boîte de Pandore, nous. Quand on parle, quand le mot sommeil arrive, on est comme, on ouvre la boîte de Pandore, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, rapidement, on se rend compte que là, il y a pas juste le sommeil. Des fois, c'est notre capacité à gérer le sommeil, notre capacité à se faire confiance dans tout ça, là, qui est pas toujours évident. Puis, dans le fond, à travers, je me suis mis à me spécialiser dans le sommeil, mais aussi en burn-out parental parce que, justement, j'avais envie de pousser un petit peu plus loin mes recherches là-dessus sur le burn-out parce que, tu sais, combien de fois en ayant un café boutique, la maman, elle vient se commander un café, les yeux dans l'eau, puis là, t'es comme, je te demanderai pas comment tu vas, hein, puis elle est comme, elle te regarde puis elle te fait signe de non de la tête. Jusqu'à soit rendue jusque-là, jusqu'au café, là, on arrête. Oui, c'est ça. Mais justement, t'as parlé de burn-out parental, t'as parlé un peu de ton histoire familiale, puis tu sais, un des facteurs de risque du burn-out parental, entre autres, c'est d'avoir un enfant qui a des difficultés développementales. T'as parlé de ton frère, justement, qui a un diagnostic d'autisme. Je sais pas tout à fait là, où est-ce qu'il se situe sur le spectre, mais est-ce que t'as eu l'impression que dans ta famille, pour tes parents, ça a été quelque chose de difficile au niveau des ressources, ou au contraire, t'as comme parlé de parentification, t'as l'impression que les autres dans la fratrie ont beaucoup été des ressources pour aider les parents. Comment vous avez vécu ça? Je l'ai vécu à différents niveaux parce que si je parle de ma mère à l'époque où est-ce qu'elle était vivante, elle n'a pas eu la charge de mon frère très longtemps parce que mon frère faisait beaucoup plus de crises quand il était chez elle que quand il était chez mon père. Donc mes parents étaient séparés depuis que moi j'étais en 4e année là, donc puis je me souviens pas qu'ils étaient ensemble là. Donc ma mère rapidement elle s'est libérée d'un gros travail là. Tu sais, mon frère revenait de l'école, il allait chez elle, puis mon père venait le chercher à 7h le soir pour le coucher. Fait que tu sais, elle était pas en contact avec lui très longtemps, donc c'était plus facile à gérer pour elle de cette façon-là. Mon père a toujours été un homme très froid. Ses mécanismes de défense sont là, dans le sens où est-ce que il se protège comme ça, puis pour lui de pas exposer ses émotions, ça fait partie de sa stratégie. Fait que j'ai pas été exposée à ça, la santé mentale, puis on a voulu, j'aurais voulu avoir peut-être été plus, que ça soit peut-être plus accessible, parce qu'aujourd'hui, je comprends que quand on en parle avec nos enfants, ça fait vraiment une belle différence dans la prévention de la santé mentale. Oui, vraiment. Oui, puis tu sais, moi je suis une grande sœur aussi, mais j'ai pas, ma sœur était pas diagnostiquée avec, mais je comprends quand même des fois le rôle qu'on se donne en tant que grande sœur. Puis là, je me dis, hey, ça doit prendre une coche de plus quand, en plus, toi, tes parents étaient séparés. Fait que là, tu te sens, est-ce que vous aviez, puis c'est pas trop indiscret, la même garde? Est-ce que tous les enfants vous suiviez, dans le fond? Rapidement, là, ma mère, elle m'a dit, tu sais, Stéphanie, si t'as plus le goût d'y aller trop chez ton père, tu peux rester chez nous. Fait que moi, j'ai fait comme, j'ai redéfait ma valise, puis je restais beaucoup plus souvent. Fait que moi, j'inversais un peu la garde avec mon frère, dans le sens que je comprends. Je dormais toujours chez ma mère, puis j'allais de temps en temps chez mon père, puis parce que j'entretenais cette relation-là avec lui. Mais tu sais, à travers de ça, dans le sens d'être la plus vieille, tout le réseau aussi me valorisait de prendre soin de mon frère, puis d'aider mon père et ma mère.
Fait que ça, c'était gratifiant, puis je manquais de l'école parce que mon frère, il était pas sur le même calendrier scolaire que moi. Fait que c'est pédagogique à lui. Moi, j'étais j'étais à l'école. Fait que j'avais manqué de l'école. Là, tous mes amis m'enviaient parce que je pouvais manquer de l'école. Fait que là, tu sais, j'étais très, très, très valorisée par ce chapeau-là de grande sœur, puis de parentification, justement, là, qui m'était imposé, mais c'est ça me... Dans un autre sens aussi, j'avais plus de lousse, là, tu sais, mes amis, il fallait tout qu'ils rentrent à 9h le soir. Moi, je pouvais aller porter tout le monde puis m'en revenir après, j'avais pas d'heure de rentrer. Mes parents, ils avaient confiance en moi, ils savaient que j'étais responsable. Fait que j'ai eu des côtés positifs puis des côtés négatifs, puis je pense que ça l'a fait la personne que je suis aujourd'hui, puis j'apprends à conjuguer avec ça, puis je trouve que c'est ça m'apporte beaucoup dans mon parcours auprès des mamans parce que justement, tu sais, toute la dynamique de mon père, ben il y a beaucoup de parents qui sont aussi là-dedans, qui se protègent beaucoup là au niveau émotif, puis qui donnent pas accès à toutes ces émotions-là, puis ça fait partie aussi des enjeux justement du burn-out parental. Ouais. Ça nourrit justement ta lecture, ta vision un peu de la situation clinique quand elle vient, parce que tu sais, moi je me rappelle là, d'être sur les bancs d'école, puis là au début tu sais on est très là théorie blabla, mais quand tu le vis, quand tu deviens maman, quand tu comprends des choses, quand tu côtoies d'autres parents, il y a comme une couleur un peu plus nuancée, hein. On dit souvent à ta maman qu'on aime ça les nuances, mais c'est un peu ça, parce que au-delà de nos backgrounds plus théoriques, de vraiment comprendre qu'est-ce que le parent peut ressentir, je pense que c'est là qu'on a un peu plus d'empathie, un peu plus de sensibilité, puis qu'on arrive des fois même à comme aider, soutenir en trouvant les mots, tu sais. Peut-être que le parent, il sait même pas comment nommer qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent, mais d'être capable après ça de dire, c'est-tu ça que tu ressens, tu sais? OK, j'ai comme fait un petit bout parce que je suis capable de me mettre dans ta situation à toi, ben c'est là que ça peut venir délier certains nœuds dans la parentalité. Ouais. Tout à fait. Ben moi j'ai toujours dit que mon bagage universitaire, il est important là, il est là, mais c'est pas l'école de la vie là, tu sais. Non, c'est vrai. Oui. Clairement. Ouais. Tu sais, Bulle et Pirouette là, avec la partie où est-ce que j'étais en présentiel avec les gens, ça a été énormément formateur. Puis encore aujourd'hui, dans d'autres contextes, dans d'autres situations, ça l'est aussi là. Je pense qu'on a besoin de s'ajuster, puis on vit une nouvelle réalité, puis à laquelle excuse-moi, à laquelle on doit s'adapter là. Je pense. Ah, clairement. Mais justement, tu t'as parlé que tu t'es spécialisée en burn-out parental. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à comme explorer ça davantage? Tu sais, qu'est-ce qui ou comment même en fait t'as été te spécialiser? Ben en fait, ça faisait partie d'une demande que j'avais eue d'aller faire une formation pour un organisme communautaire sur le burn-out parental. Puis j'étais quotidiennement exposée à ça. Je faisais beaucoup de suivi individuel comme travailleuse sociale. À l'époque, là, j'en fais plus, mais je me suis dit, hey, crème, je vais m'informer là-dessus. Puis là, je me suis mis à lire. Puis là, je me suis dit, oh, OK, on n'est pas dans de la dépression, on n'est pas dans de l'anxiété, on est dans d'autres choses, là. Fait que j'ai été capable de mettre des mots. Puis là, oublie ça, là, j'ai lu un chapitre d'un livre, puis je me suis dit, OK, je veux aller plus loin, là. Fait que là, je me suis dit, oh là là. Fait que j'ai construit tu sais, dans le fond, c'était une formation pour les parents. Donc, j'étais allée chercher tout mon bagage universitaire, mon bagage de mon expérience de vie, de mon expérience d'intervenante. Puis, j'ai tout mis ça ensemble avec toutes les heures de lecture que j'ai fait. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça en 2018, il y avait pas beaucoup d'écrits là-dessus. Là, il y avait comme les 2 chercheurs en Belgique qui avaient écrit un livre. Ils sont rendus à 2, tu sais, que ça reste encore très peu connu, là, ouais. Oui, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup appris aussi en faisant des cafés rencontres avec des mamans sur le burn-out parental, parce qu'à partir du moment où on met la théorie sur table, là, on dit, ben, vous en pensez quoi? On en jase, ben là, ça, c'est super riche d'expérience, puis c'est vraiment super intéressant, là, parce que je pense qu'on peut pas apprendre plus qu'en se connectant à la réalité des parents qu'on a devant nous. Clairement. Ben là, j'ai 2 professionnels devant moi qui, tu sais, qui parlent de burn-out parental. Il y a plein de parents, je suis certaine, qui se demandent, est-ce que je suis en burn-out parental? Ce serait quoi vos facteurs de risque, puis de quand est-ce que tu te dis, ce serait temps que j'aille consulter, là, faire quelque chose? Ben en fait, il y a 3 éléments qu'il faut considérer, puis c'est 3 éléments qui à mon avis sont super nébuleux dans la parentalité là dès le départ là, parce que
quand on parle de burn-out parental, c'est caractérisé, il y a 3 caractéristiques. La première, c'est la fatigue, une grande fatigue. Une fatigue autant physique que émotionnelle, une fatigue. Puis une fatigue qui perdure, là, pas juste mon bébé a 6 mois, je suis fatiguée, là, parce exact. que ça, c'est... Ben c'est ça. Ben c'est qu'en fait, si ton bébé a 6 mois, tu peux être en burn-out parental, mais à ce moment-là, la fatigue, on sera pas capable de mettre le doigt si c'est parce que ton bébé dort pas assez ou parce que t'es en burn-out parental. Fait que là, cette caractéristique-là, elle devient comme biaisée, sauf qu'en même temps, on a une fatigue plus importante que je m'en vais le porter 2 jours chez mamie, puis après ça, je vais être top shape, tu sais. C'est un niveau de plus de fatigue, une fatigue intellectuelle qui peut s'installer, là. Donc, il y a vraiment... c'est une fatigue qui est... Tu sais, on se lève le matin puis on est brûlé, là. Mais je pense qu'un élément, justement, parce que souvent, il y a beaucoup de parents qui vont avoir l'impression que je suis fatiguée, je suis en burn-out parental. Puis tu sais, il y a comme... Tu sais, il faut vraiment le voir sur un continuum que... Oui. Comme Stéphanie, elle dit, si je suis rendue que peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe les stratégies, justement, je m'en vais porter les enfants la fin de semaine chez mamie, papy, genre, j'étais encore fatiguée, j'ai de la misère à me concentrer. Il y a vraiment quelque chose dans l'intensité que même le parent finit par comme, il me semble, cette fatigue-là est trop persistante, elle est trop intense, ça sort du cadre de ouf, j'ai eu 2 belles nuits là puis ça va, c'est pas ça, tu sais, il faut vraiment être à quelque chose qui est peut-être un peu plus extrême. OK, il doit y avoir d'autres choses aussi parce que puis après ça je pourrais parler parce que moi je me rappelle bon avec les jumeaux évidemment, j'ai pas dormi puis j'avais pas vraiment d'aide la nuit. Fait que puis je pense que ça m'a pris 2 ans à m'en remettre pour vrai là. Ça m'a pris 2 ans à m'en remettre, de faire comme OK, là je ne porte plus cette puis c'était une fatigue mêlée avec une écœurantite de tout. Tu sais, il y a un bout où fatigue accumulée pendant tellement de temps. Puis je me rappelle, puis c'est drôle parce qu'on en parle en ce moment, puis c'est drôle comment après que ça soit passé, on oublie, tu sais. Sérieusement, moi depuis que mes jumeaux ont 2 ans, je considère que je vais mieux. Tu sais, j'ai plus d'écœurantite, tout était difficile, tout. Puis fait que j'oublie, c'est comme OK, mais là ça va bien, à cette heure ils dorment puis tout ça puis mais quand on en reparle ensemble, je peux faire comme hey, ça m'a vraiment pris pour vrai 2 ans. Puis là je suis en train de me demander si c'était pas le burn-out parental, mais il doit y avoir d'autres facteurs que juste la fatigue. Tout à fait. Absolument, mais je sais pas Stéphanie comment tu l'entends, mais tu sais, justement, dans le cas aussi du burn-out parental, c'est qu'on va aller chercher plusieurs éléments qui viennent confirmer est-ce que c'est ce diagnostic-là qui s'applique ou un autre. Dans ton cas à toi, tu sais, justement, on est capable de comprendre un peu, mon Dieu, 2 enfants, adore pas pendant 2 ans, ou tu sais, fait qu'à un certain moment donné, les pistes d'intervention sont peut-être un peu plus accessible. OK, ben mettons qu'on essaie vraiment de mettre un cadre pour que, écoute, des fois, mamie puis papy, ils viennent littéralement à la maison, par exemple, mettons qu'on est hors COVID, là. On vient à la maison, ils viennent faire littéralement des nuits pour permettre à maman et papa de faire des nuits. Est-ce qu'il y a une différence? Ça va pas tout régler, évidemment, même papy peut pas venir à tous les soirs, mais ça peut au moins nous donner une piste de, est-ce que c'est quelque chose qui est plus chronique, plus comme ancré, ou au contraire, on voit que quand on essaie d'avoir des petits changements, on voit une évolution qui peut être positive. Ça va nous donner une idée un peu plus de est-ce qu'on élimine pour l'instant le burn-out parental, ou au contraire, on va le garder parce que cette fatigue-là, elle semble vraiment très présente pour le parent. OK. Tu sais, le burn-out parental, c'est dans la famille du stress. Donc, c'est sûr que tout ce qui se rapproche de l'anxiété aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des choses qui se recoupent ensemble, tu sais. Mais le deuxième élément, en fait, la deuxième caractéristique, c'est le désengagement affectif envers ses enfants. Puis ça, c'est là souvent qu'on voit la différence entre t'étais-tu juste fatigué? Ouais. Ou là, t'es en train de te désengager. Qu'est-ce que ça mange, ça, en vers le désengagement affectif? C'est que tu deviens comme un parent qui a plus le goût de jouer avec ton enfant. T'as plus le goût d'en faire plus que le minimum. Tu sais, tu vas faire à manger, tu vas le coucher, tu vas changer sa couche, tu vas l'habiller le matin, mais là, te mettre à 4 pattes pour jouer aux petites voitures avec lui, là, c'est comme, oublie ça. Ça me demande trop au niveau affectif. Puis là, faut quand même faire la différence entre, tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais été une maman qui se mettait en 4 pattes pour jouer aux voitures avec mes enfants. J'allais dire, mais tant que t'aimes pas jouer, là, t'es-tu là, tu... Sauf que, tu sais, moi, quand mes enfants revenaient de la garderie, je leur demandais tout le temps comment ça allait été ta journée, qu'est-ce que t'as fait, explique-moi avec qui t'as joué, puis tout ça. Puis là, ben quand on est dans un désengagement affectif, ça on n'a plus le goût. Fait que, tu sais, des choses qu'on avait l'habitude de faire en relation avec nos enfants, là, ça, on est plus
on est même plus disponible pour le faire. C'est même pas que ça nous tente pas, là. C'est pas comme, je suis plus fatiguée aujourd'hui, ça me tente pas. C'est confrontant. La perte de plaisir. Il y a vraiment la perte de plaisir, oui. C'est ça. Ben, ça, c'est la troisième caractéristique, la perte de plaisir dans son rôle de parent. On n'a pas de fun. Tu sais, la maman qui va rester puis qui va faire des heures supplémentaires au travail puis elle regarde ses collègues partir puis elle dit, t'as si hâte que ça de retourner chez nous, puis là, les autres sont comme, oui, j'ai si hâte d'aller chercher mon petit minou à la garderie, là, c'est tellement le fun, j'ai hâte. Puis là, elle est comme, moi, j'ai un dossier à finir, puis je vais le finir, puis je vais arriver quand mes enfants vont être couchés, parce que on prend pas plaisir dans son rôle parental. Puis ça, j'imagine c'est sur un long continuum aussi, parce que je peux très bien refléter qu'il y a des périodes où je suis comme un peu... J'ai moins hâte d'arriver à la maison que d'autres, tu sais. J'ai toujours hâte de voir mes enfants, mais je peux comprendre la perte de plaisir peut fluctuer, mettons. Oui. Mais tout en santé mentale et sur un continuum. Fait encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Écoute, là, tu sais, même au niveau hormonal, il y a des périodes que la perte de plaisir est un petit peu moins là. Mais est-ce que au contraire, peu importe les journées, le contexte, la sphère, comment je me sens, comment les enfants, il y a quelque chose qui reste là, peu importe l'intervention, ça me donne une piste différente. Puis par rapport au bilan parental, aussi une autre sphère à considérer, c'est le contraste, c'est que le parent se rend compte qu'il est pas le parent qu'il voulait être. On n'est pas dans le cadre de, exemple, si j'ai un parent qui est négligent, par exemple, qui s'intéresse toujours très peu à ses enfants ou que la perte de plaisir est pas mal constante, etc. Mais ce parent-là se rend pas toujours compte de son type de parentalité, de sa façon d'interagir avec ses enfants. Là, le parent qui vit un burn-out parental, lui, il va culpabiliser, lui, parce qu'il va faire comme, mon Dieu, que je me sens déconnectée, je me sens détachée, je m'aime pas comme parent, puis là, ça l'alourdit encore plus, justement, la santé mentale, parce que je m'en rends compte que je suis pas ce parent-là, tu sais, que je voulais être. Oui. Ou j'étais pas comme ça avant, puis là je comprends pas le parent que je deviens. C'est parce qu'il y a une différence. Il doit avoir une différence entre le parent d'avant et le parent qu'on est pour dire qu'il y a un burn-out parental. Parce que si, comme je disais tantôt, moi j'ai jamais été une maman qui se mettait à genoux pour jouer. Là on peut pas dire Stéphanie t'es en burn-out parental toute ta maternité. Non. T'sais, parce que y a pas une différence entre la moi avant et la moi maintenant et donc, puis juste devenir parent, tu sais, juste faire comme, OK, moi, qui je suis comme parent, puis de se laisser la latitude de regarder ça, tu sais, puis de faire, finalement, moi, j'aime pas ça jouer. Fait que, finalement, je suis cette, tu sais, fait que de ce que j'entends, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est beaucoup quand j'évite aussi, tu sais, j'évite, là, tout ce qui a rapport avec ma parentalité, tout à coup, là, je vais rester au travail plus longtemps, je vais éviter le contact tu sais, puis je comprends que ça vient aussi avec de la culpabilité de non seulement j'aime pas le parent que je deviens, mais je me sens coupable envers mon enfant. Tu sais, ces gens-là font comme probablement, mais mon Dieu, mon petit bébé, il mériterait bien mieux que ce que je tu sais. C'est en fait, c'est que le burn-out parental, ça va être adressé à la sphère familiale. Donc, cette maman-là, quand elle devient une amie, puis qu'elle est en 5 à 7 avec ses chums de filles, elle vit pas la fatigue, elle vit pas le désengagement affectif parce qu'elle est pas dans sa sphère familiale. Donc, ça devient encore plus difficile pour le réseau aussi d'avoir accès à ça, ces difficultés-là, quand tu vois pas la maman dans son rôle de maman. Mais ça donne une piste, par exemple, pour la mère, dans le sens où, quand je suis avec mes amis, ça va super bien, puis quand j'étais à la maison, ça va pas pantoute, versus je suis en dépression. Oui, ben c'est ça. Tu sais, quand on est dans la dépression majeure, là, ça l'affecte vraiment toutes les sphères de la vie, mais des fois, quand t'es maman, pis des fois, c'est ça, tu peux peut-être penser que c'est une phase, tu sais, peut-être que tu le vois pas. J'ai juste plus le goût de voir mes amis. Fait que des fois, peut-être que cette espèce de prise de conscience-là, elle se fait peut-être moins vite ou peut-être qu'elle est moins évidente versus, je suis vraiment fatiguée. Puis on va se le dire, il y a vraiment des périodes que dans le rôle parental, c'est difficile quand les enfants, là, ils sont dans une période qu'il y a beaucoup de crises, qu'il y a beaucoup de chicanes, puis tout ça, fait que c'est comme si, comme parent, tu te dis, mais c'est parce que c'est vraiment lourd. Mais peut-être que tu vois pas toute la sphère d'accumulation, puis dans le burn-out parental, c'est vraiment de regarder le déséquilibre entre les ressources et la charge qui m'est demandée. Fait que tantôt tu parlais, si j'ai des jumeaux ou des jumelles, ben la charge qui m'est demandée est plus grande, puis si
si j'ai pas le plus de ressources qui m'est demandé, c'est sûr qu'il y a comme un déséquilibre qui est là-dedans. Fait que qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que si je fais un burn-out parental ou c'est, ils arrêtent pas de pleurer, ces bébés-là. Puis dans la réalité, peut-être qu'ils arrêtent pas de pleurer, les bébés. Fait que ça devient difficile de les partager à l'extérieur de soi, hein, d'avoir le recul sur soi-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Oui. Puis moi, je dirais là que la majeure partie du temps, les gens, quand ils venaient me rencontrer, l'élément déclencheur qui se disait comme oups, ça allume une lumière dans ma tête de dire je vais pas bien, là, c'est quand ils franchissent des limites qui avaient jamais franchi. J'ai levé la main sur mon enfant Stéphanie, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi du tout, là, je m'en viens chercher de l'aide, tu sais, ou là j'ai laissé mon bébé pleurer Stéphanie, puis ça là, c'est pas moi du tout, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il te le disait? Oui. Parce que déjà là, ça prend une part de vulnérabilité pour le dire. Je suis sûre qu'il y en a plein en ce moment qui nous écoutent, qui font comme hey, moi j'ai dépassé une demi-limite puis je le dis pas parce que j'ai honte. Tu sais. Mais t'avais un bout de confiance, hein? Je pense que c'est là que tu parles de chez la maman des mamans. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que tu sais, faut être capable de franchir le pas puis d'aller consulter aussi. Puis tu sais, rendu là dans la relation d'aide, c'est important d'être capable de se déposer puis de comprendre que l'autre est pas là pour te juger, mais qu'elle est là pour t'aider, pour t'accompagner. Puis ça surtout à mon avis dans le burn-out parental, tu sais, parce que faut avoir accès à cette vulnérabilité-là pour être capable d'aller chercher ce que la personne est là de déjà fort, de déjà construit, puis de le renforcer aussi, tu sais. Puis de se dire ben OK, mais on va aller travailler ce qui va pas aussi, mais on va travailler sur ce que tu as déjà aussi, tu sais. Les belles forces, tout à fait. Oui. Ouais. Mais c'est beau, ça, cette vulnérabilité-là, de se montrer puis d'y aller, parce que sinon, tu continues la spirale, là. Puis là, tu fais juste te sentir honteuse, coupable, puis ça continue, là. Puis jusqu'où ça va aller, tu sais. Et le point de départ du burn-out parental, là, c'est le goût de toujours tout faire à la perfection. Hein? Fait que c'est la tendance au surinvestissement. Puis ça fait que, comme c'est le point de départ, ben, une personne qui a une tendance au surinvestissement, là, qui veut performer dans ses études, qui veut performer au travail, qui veut performer dans sa parentalité, va se mettre elle-même la pression de devoir tout bien réussir. Donc là, c'est sûr que quand on veut tout bien réussir, ben là, on accumule beaucoup au niveau de la charge mentale, des responsabilités, puis on va surtout pas chercher d'aide parce qu'on veut se surinvestir dans notre parentalité, puis on cherche à ce que tout soit beau, puis que les gens perçoivent que tout soit correct. Donc ça vient comme encore plus biaiser la recherche d'aide, tu sais, puis souvent c'est là que les gens ils se rendent compte là, quand que je parle, mettons à un groupe plus général du burn-out, là, je leur dis ben tu sais, si tu te reconnais déjà dans la tendance au surinvestissement, là, déjà, tu peux te dire comme, faut que je fasse attention à ça parce que la perfection puis la parentalité, ça rime pas ensemble. Ça se fait pas, tu sais. Fait que c'est, mais on vit dans une ère de réseaux sociaux, on va te montrer une parentalité parfaite, une ère de performance, on te demande de performer à la maison, on te demande de performer au travail, on te demande de performer avec tes enfants, on te demande d'avoir toujours les bonnes interventions, tu sais. Que ça te donne l'impression que c'est normal, tu sais. Moi, le nombre de fois que j'ai entendu en clinique, mais je devrais être capable d'y arriver, tu sais. Les autres sont capables. Oui, les autres sont capables, il me semble, ça devrait juste être ça, être mère, tu sais. Mais au final, quand on fait la liste de tout ce qui devrait être ça, être mère, c'est non seulement irréaliste, mais c'est tout simplement impossible. Fait que c'est là justement que ça montre à quel point, comme que tu dis, c'est que si j'essaie d'en mettre pour atteindre tout ça, ben c'est sûr que c'est épuisant, c'est sûr que ça vient avec une fatigue, c'est sûr que ça l'amène à mener une de tes zones, une de tes sphères de vie où est-ce que t'as pas le choix de comme je pourrais dire de négliger une des sphères de ta vie, que ce soit toi-même, d'être dans le sacrifice de toi, ou à un moment donné, justement, dans le burn-out parental, ça peut être l'engagement familial, parce qu'à un certain moment donné, tu te dis, ben là, j'ai pas le choix de remettre tel travail ou, tu sais, d'atteindre tel échéancier au travail, de devoir faire telle affaire pour mes collègues de travail, pour mes amis, ça me semble être des engagements que j'ai pas le choix de garder. Fait que peut-être que la famille, justement, le fameux casse-tête qui pourrait faire plaisir avec mon enfant, même si on est à quatre pattes, justement, là, celle-là, j'ai l'impression que ça peut passer, puis garde, on va faire autre chose. Fait que ça l'amène tous ces déséquilibres-là aussi, là. Ouais. C'est très confrontant, tu sais, de pas être capable d'y arriver, là. Puis en même temps, on a tous ces moments-là où est-ce qu'on y arrive pas, tu sais. Ouais. Oui. Mais c'est, en parlant comme ça, je vois à quel point ça peut encore plus
arriver de burn-out parental. Je veux dire, il arrive à un moment où dans notre ère, on essaie d'être dans la performance, tu sais. Fait que je pense qu'on va malheureusement peut-être en voir de plus en plus, puis d'où l'importance d'en parler, puis pour que la personne le voit venir, là, tu sais, puis se rende pas jusque-là pour aller s'aider peut-être avant, parce qu'on est dans une ère... Écoute, juste les cours de natation. Écoute, moi, je suis allée avec ma fille, on a une piscine à la maison, fait que on a toujours été dans la piscine, je veux dire, on y a appris nous-mêmes, là, avec son... Bon, mais ça se ramasse qu'elle a 5 ans, proche 6, puis elle a encore son ballon. Moi, ce que je trouvais tout à fait normal, on s'en va à la piscine parce que je l'inscris, puis je lui dis, OK, cette année, tu sais, j'inscris au cours de... On a un ballon, puis on l'a plus à la fin. Puis c'est les 3 à 5 ans, elle est la plus vieille de son groupe. Puis là, j'étais comme, tabarouette. Toutes les enfants savent nager à 6 ans, que c'est ça, là, tu sais, je veux dire, ben voyons, tu sais, il y a même une... Puis elle était fière de dire, elle comprend pas encore, elle était fière de dire qu'elle était la plus vieille de son groupe, puis moi, j'étais comme, une chance que tu penses ça, c'est parfait, pense ça. Mais j'étais comme, même dans les petits détails de genre, tout le monde sait nager, puis là, c'était comme si tout le monde avait pris des cours de natation depuis, ben oui, Jess, t'es donc bien en retard. Excusez, elle a 6 ans, je suis en retard, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, tout dans ta perception de parent, toi, tu vois ça comme un problème, puis elle voit ça comme une fierté. Oui. Puis là, cette perception-là d'adulte qu'on a sur une réalité d'enfant fait qu'on se met... Parce que tout de suite, ton réflexe, ça a été de te dire, voyons, j'ai fait quelque chose de pas correct, je l'ai pas montré assez tôt. Et là, tu tapes toi-même sur le clou alors que il y a pas personne qui a dit que c'était pas correct. Ouais. Il y a personne qui a dit qu'elle aurait dû être capable. Puis il y a plein d'enfants de 5 ans qui sont capables de nager tout seuls, puis il y en a plein de 8 ans qui sont pas capables de nager tout seuls. Mais ils sont pas à la piscine, eux autres. Fait que vu que je le vois pas, j'ai pas la perspective. Ouais, ben là, exactement, mais je trouve c'est un beau parallèle de dire, ah, mais c'est quoi mes perceptions que j'ai comme parent, puis à quel moment je vais aller me chercher dans mon environnement ce genre d'expérience-là qui me disent, oui, j'ai été un bon parent, j'ai pas été un bon parent, mais est-ce que vraiment la qualité de parent dépend de mon enfant? C'est-tu nager à 5 ans ou à 6 ans? Mais on a un peu ce discours-là ambiant qu'on va regarder ces exemples-là, et c'est là que ça devient de plus en plus handicapant, lourd dans notre rôle de parent. Puis tu sais, tantôt tu disais, Jess, comment qu'on peut faire pour un peu prévenir le burn-out parental et tout ça. Mais j'ai envie de dire, tu sais, évidemment que je souhaite à personne d'avoir un burn-out parental, mais tu sais, il y a pas que du mauvais là-dedans. C'est lourd, c'est souffrant, mais des fois, faut que tu te rendes à cette limite-là pour être capable de comprendre qu'il y a vraiment des changements plus drastiques que je dois faire. Tu sais, l'autre fois, on a fait une publication sur Ça va maman où est-ce qu'on disait ta solution, ou même Stéphanie t'en parlait, là, ta solution à toi, c'est peut-être pas de prendre 48 cafés là, dans ta semaine. T'sais. À un moment donné, ta solution, c'est peut-être d'avoir à te dire, regarde, les cours de natation pour cette année, là, c'est trop rushant pour nous, c'est trop difficile. Les activités parascolaires, on va enlever ça au complet pour être capable de se reposer, de se ressourcer. Fait que des fois, justement, tel que le burn-out parental, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, ça amène des changements qui sont beaucoup plus profond, durable, aidant, équilibré. Puis là, la dynamique familiale tourne autour de ces changements-là. Fait qu'on le sait à quel point ça a été dur, là, quand on était vraiment dans la souffrance. On veut s'assurer de ne pas retourner là, puis on est prêt à prendre les changements nécessaires pour ça. Fait qu'on fait juste patcher avec des cafés puis des spas, puis au final des traiteurs, des fois je l'entends là, on a l'impression que c'est vraiment ça qui va faire un changement plus équilibré, plus vrai, puis c'est pas nécessairement le cas. Ouais. C'est vrai que souvent on a besoin d'avoir la claque d'en face, hein. On se pousse, puis là jusqu'où tu vas te pousser, tu sais. Jusqu'à quand t'en as eu plein des petits signaux là, puis t'es peut-être pas écouté tu sais, jusqu'à temps que t'arrives à ton mur. C'est confrontant de se mettre vulnérable comme ça, d'aller dans notre vulnérabilité, puis d'accepter, puis d'être un parent imparfait, tu sais, c'est rushant, mais pourtant c'est notre perception d'adulte, puis on peut quand même être extraordinaire aux yeux de nos enfants, tu sais, malgré le fait qu'on est imparfait, puis qu'on, tu sais, c'est un peu comme ça que j'aime ça l'amener, tu sais, parce que nos enfants, ils voient pas ça, là, tu sais. Non. Tu sais, en début d'entrevue, vous m'avez demandé, tu sais, toi, tu l'as vu comment avec ton frère, tu sais. Puis probablement que si on posait la question à ma mère, là, elle dirait que c'était le bordel, j'ai capoté ma vie, c'était vraiment rushant, puis moi, j'étais comme, on était tellement capable de conjuguer, puis je gardais mon frère, ça allait bien, tu sais. J'allais porter mes amis, je revenais, tu sais, il y avait... Des fois,
C'est j'étais vrai. tannée, je l'aurais dit, tu sais, comme, Ouais. puis peut-être qu'elle, elle l'a vécu comme ça, puis qu'elle se dit, tu sais, que, bon, malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui pour récolter les fruits de se rendre compte qu'elle a été extraordinaire à mes yeux, puis que, tu sais, finalement, elle a bien fait, mais tu sais, peut-être qu'elle a trouvé ça vraiment rochant, mais on se rend pas compte à quel point on est toutes dans le même bateau, tu sais. Ouais. Parce qu'on trouve ça tout rochant à des moments ou à d'autres, tu sais, puis moi, j'aime bien dire aux gens, là, moi, la première, c'est pas parce que je suis intervenante puis que je sais plein d'affaires Ah, c'est que j'ai pire. pas de misère avec mes enfants, là. Ce matin, là, ma fille, elle m'a amenée, là, tu sais, j'ai nommé 3 fois. Là, t'as dépassé la limite, là. C'est ça, c'est qu'on est bonne pour le dire. On est bonne pour le dire, on est capable de nommer, mais de trouver ça facile, ça vient pas. Puis tu sais, je pense qu'on a tellement une perception, hein, on a une image, hein, ça doit tellement être, tu sais, elle est psychologue, elle est psychoéducatrice, elle est TS, tu sais, elle est tout le temps avec les enfants, ça doit bien être facile, mais Oui, parce moi, qu'on pense que t'as la réponse, là. ben c'est ça, sûr. l'affaire. Mais moi, quand mon enfant, là, justement, ça fait 5 minutes qu'il est après son lacet, j'en invente pas de la patience, là, tu sais, je veux dire, parce que je suis psy, tu sais. Fait qu'il y a comme de quoi, où est-ce que peut-être qu'on a ce regard-là, puis on a peut-être la chance aussi, je sais pas, Stéphanie, comment tu l'entends puis tu le vois, mais moi, à force d'être en contact avec les mamans, mais surtout dans un espace de vulnérabilité avec les mamans, moi aussi, j'apprends de tous les clients que je reçois, que je rencontre, parce que justement, il y a comme une partie que ça me rend humaine. Fait que je suis capable de me dire, ben écoute, c'est des humains comme moi devant moi qui ont des difficultés. Oui, je suis là pour les aider, mais au final, comme humaine aussi, ça me permet de me dire, bon, ben c'est normal aussi qu'on a des questionnements, qu'on trouve ça difficile, ça fait partie, puis je pense qu'on se permet un peu plus comme intervenante de se dire on n'est pas tout seul, parce qu'on a accès à ça, tu sais. Oui. Mais je serais quand même curieuse de t'entendre parce que t'es aussi entrepreneur. Puis il y a dans cette ère de perfectionnisme ou de performance, il y a aussi l'aspect entreprise que t'es comme, mais si je performe pas, je peux pas soutenir ma famille. Tu sais, fait qu'à quelque part, il y a, comment tu le vis, toi, cette performance-là dans l'entrepreneuriat? Ah, je demande à mon chum de payer tout. J'adore ça, la solution. Est-ce que tu te laisses la latitude que tu te laisses en tant que maman, tu sais? C'est plus difficile. C'est plus difficile en entrepreneuriat de se laisser la latitude de se planter, puis ça arrive plein de fois qu'on se plante. Mais faut, tu sais, je pense que c'est l'accès à cette vulnérabilité-là, puis l'accès à les émotions, tu sais, de vivre l'émotion que ça te fait vivre, là, d'être dans la vulnérabilité. Ben, je pense que c'est un apprentissage de tous les jours, tu sais. Ouais. Puis, j'ai appris avec le temps à surfer sur la vague quand elle vient, puis d'apprendre que finalement, tu sais, l'équilibre, ça n'existe pas. Moi, j'aime ça dire que l'équilibre, c'est comme être capable de surfer sur la vague, justement. Quand t'es dans un creux de vague, tu sais qu'il y a une autre vague qui s'en vient, que tu vas être capable de monter, puis quand t'es sur le dessus, tu sais qu'il y a un autre creux de vague qui s'en vient. Fait que l'équilibre, c'est d'être capable de rester sur ta planche, finalement, tu sais, puis de pas tomber dans l'eau. C'est une belle Je suis bien pas chanceuse, en tout cas. Moi, je plante souvent. J'espère que c'est pas la même chose pour la vie. C'est toujours en mouvement, l'équilibre, finalement, tu sais. C'est la même chose avec le sommeil, avec notre santé mentale. C'est la même chose avec plein d'enjeux dans notre vie. Puis j'ai appris beaucoup avec les années à me laisser aller dans les émotions puis à les vivre, tu sais, parce que moi j'ai grandi c'est drôle, je parlais de ça dernièrement, là, l'effet Pygmalion, là, tu sais, moi, j'ai grandi en me faisant dire que j'étais une petite fille braillarde, tu sais, parce que je suis très, très proche de mes émotions, puis, mais c'était pas méchant, c'était juste comme, t'es braillarde, tu brailles tout le temps, tu sais, puis, j'ai appris T'en riais ou je sais pas, j'arrêtais de pleurer, j'imagine, là, parce que ça devait être efficace, je me le faisais dire souvent, mais, j'ai appris au travers de ça à me dire comme, ben oui, puis je suis proche de mes émotions, ça me fait de la peine quand je vis ça, puis c'est correct, mais tu sais, on n'a plus la même relation qu'on a avec les émotions qu'à l'époque où j'étais petite. Non. Mais moi, je trouve ça tellement beau, quelqu'un de braillard, là, dans tout. Tu sais, les gens qui pleurent, puis moi, je suis un peu comme ça, là, j'essaie de l'apprivoiser encore plus parce que je le cache des fois, là, mais moi, il peut avoir
à la TV, là, un moment donné, tout le monde se met à applaudir, puis tout, je vais pleurer, là. Tu sais, je suis broyante dans tout, dans le triste comme dans le beau, puis je trouve ça beau, quelqu'un qui est de même. Maintenant, là, je suis comme, mon Dieu, que t'es émotive, j'adore ça, c'est beau. Ma fille est pareille comme moi. Mais je pense, oui, ben c'est ça, on est capable peut-être un peu plus de les comprendre, ces enfants-là, hein, on est moins dans le jugement, mais tu sais, je trouve que si on fait le parallèle avec le burn-out parental, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est j'apprends à m'accepter comme je suis. Puis il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est dans cette ère-là où est-ce qu'on essaie constamment d'être le parent qu'on voudrait donc bien être de façon parfaite. Peut-être que finalement, c'est ça qui devient de plus en plus épuisant. Au lieu de partir de, je vais partir de qu'est-ce que je connais de moi. Tu sais, sont où mes besoins, sont où mes limites. Puis peut-être que cette parentalité-là peut être un peu plus en concordance avec qui je suis pour que ce soit moins lourd. Même si ça correspond pas aux idéaux que j'avais ou que la société me projette, au moins ça fait sens. Et ça, c'est peut-être plus facile à porter. Tout à fait. Ben, tu sais, le parallèle du burn-out parental, il y a le burn-out professionnel, il y a le burn-out amoureux. On peut vivre différentes formes de burn-out. Fait que je pense que, justement, il faut se protéger dans toutes les sphères de notre vie aussi. Là, tu sais, je pense que, ben, toutes les sphères sont importantes, là. Autant notre sphère sociale que notre sphère amoureuse. Tu sais, on n'est pas juste des mamans, là. On était des femmes, des amies, des sœurs, des filles, des collègues. Puis il faut faire attention à toutes ces personnes-là à travers notre rôle de maman. Puis c'est correct de se donner corps et âme à nos enfants, mais à un moment donné, il y en a plus de jus. Fait qu'il faut le renflouer, notre coffre de jus, tu sais, notre... Puis j'aime l'image de la mouvance aussi, puis de la mère, puis du surf que t'as donné tantôt pour ça aussi, de te permettre aussi que ce soit ça dans la vie puis dans ta parentalité, parce que t'étais une mère, en tout cas, moi, j'étais une mère avant l'entreprise. Maintenant, je suis une mère différente avec l'entreprise aussi, parce que ça demande, je peux pas juste arrêter à 5 heures, là. C'est pas fini à 5 heures, là. Fait qu'il faut que je trouve cet équilibre-là. Fait que ma parentalité va changer, puis probablement que ça va changer aussi, tu sais, quand mes enfants vont vieillir en fonction de ce que tu vis aussi, tu sais. Fait que j'aime ça, cette image-là. Ouais, vraiment. Oui. C'est une belle évolution, tu sais. Puis après ça, on apprend à surfer sur des plus grosses vagues, tu sais. On est capable de... Quand on est bon, là, on est capable d'être encore plus capable de prévoir les vagues qui s'en viennent, tu sais. Puis on... Tu sais, à l'adolescence, quand ils veulent plus te voir. Présentement, c'est quand ils veulent pas s'habiller le matin, qu'il fait 2 degrés dehors. Ouais, ça, c'est tout petit. Là, après ça, ils voudront pas s'habiller parce qu'ils vont vouloir dormir, puis là, ils voudront pas se lever, puis oui, mais effectivement. Mais ça, c'est beau aussi, de voir qu'est-ce que t'as réussi à faire par le passé, tu sais. Mettons, je pense à ceux qui sont peut-être en burn-out parental en ce moment, qui nous écoutent, ça restera pas ça. Tu sais, il va y avoir un après, puis tu vas avoir vécu ce bout-là. Fait que ce bout-là va t'avoir servi à quelque chose pour après aussi. Tu sais, tu vas te dire, je me suis relevée sur la planche. On apprend. Oui, on apprend. C'est ça. C'est ça. Puis nos enfants sont résilients de ça aussi. Tu sais, sont capables de s'adapter, de s'ajuster, puis d'en prendre connaissance, puis de se rendre compte qu'on est en burn-out parental. C'est déjà un énorme pas de fait que de rester dans le déni, là. Vraiment. Puis déjà là, nos enfants vont apprendre beaucoup plus de nous quand on est sur la pente remontante que de juste comme faire semblant que rien n'était parce qu'on veut patcher tout. Clairement. Je trouve que ça termine très, très bien cet épisode. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. De nous avoir rendu visite aujourd'hui. Donc, on peut te retrouver évidemment sur Facebook, Bulle et Pirouette. On va mettre les informations aussi en lien en dessous de l'épisode. Parfait. Merci de ton partage. Ça me fait plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.